Merci d'être venus si nombreux pour cette conférence donc, sur le premier bilan des fouilles archéologiques sur le site de la Monédière qui se sont déroulées d'avril à août 2014. Pourquoi il y a eu des fouilles financées par différents partenaires? C'était dans le cadre d'une opération immobilière. Sans cette opération immobilière, il n'y aurait pas eu de fouilles sur le site, sur un terrain qui à l'origine appartenait à la commune et vous le voyez avec les différents logos qui sont mentionnés là, les différents partenaires, la ville, la communauté d'agglomération, FDI Habitat, le CNRS, l'université et d'autres, dont Chronoterre Archéologie que représente Alexandre Bélier. Nous sommes particulièrement heureux d'avoir pu être, j'allais dire, à l'origine de ces découvertes, puisque en l'occurrence il y en a. Et je vais laisser juste un petit mot à Émilie Filieu et saluer son action. Elle me révolutionne le secteur et c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et nous avons, tant sur la Monédière que sur d'autres secteurs, dans les semaines à venir, des informations et des bonnes nouvelles à apporter pour les amoureux du patrimoine bessanais. Moi aussi, je suis très contente de voir que ce site quand même parle à beaucoup de monde et je suis contente que M. Bélier ce soir vienne nous présenter les premiers résultats de ces recherches qui vont être longues, je pense. Et ça fait partie de notre patrimoine et ça doit être mis à l'honneur. Donc, bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter ce soir les résultats de l'opération de fouilles archéologiques donc, qui s'est tenue cet été sur ce haut lieu de l'âge du fer du Midi-de-la-France, qui est l'habitat de la Monédière, de la Monadière. Alors, les deux termes existent, on pourra en reparler si vous voulez tout à l'heure après cet exposé. Alors, quelques jalons chronologiques tout d'abord pour commencer. Je parle de l'âge du fer. L'âge du fer, il faut savoir que ça recouvre grosso modo tout le premier millénaire avant Jésus-Christ. Et nous sommes là vers la fin de ce que nous appelons la proto-histoire, c'est-à-dire, pour faire simple, la période qui précède l'arrivée des Romains en Gaule, et avec eux l'apparition donc, des premiers textes. Nous sommes à des périodes où les populations locales ne produisent pas de textes, et pour lesquelles donc, seule l'archéologie peut restituer l'histoire. Alors, l'opération qui a eu lieu cet été, donc qui s'est achevée il y a quelques semaines à peine, les études qu'on appelle post-fouille, c'est-à-dire les études de laboratoire, qui vont nous permettre d'analyser, de confronter, de mettre en perspective les données récoltées sur le terrain, viennent tout juste de débuter. Donc, vous comprendrez bien qu'aujourd'hui, il est encore bien trop tôt pour proposer une analyse poussée des vestiges qui ont été découverts. Et il faut garder en tête qu'un certain nombre de données, d'interprétations que je vais vous présenter ce soir, ont un caractère vraiment très provisoire. Elles sont susceptibles d'évoluer dans les mois à venir, au gré des informations plus précises que nous parviendrons à extraire de tout cela. Donc il s'agit là maintenant vraiment d'un premier bilan général des fouilles après donc, les opérations de terrain. Alors je vous rassure, nous avons d'ores et déjà des éléments importants qui renouvellent nos connaissances et qui font définitivement de la Monédière un site à part du sud de la France proto-historique. Alors, Monsieur le maire l'a rappelé, tout de même replacer cette opération dans son cadre. Donc ça s'inscrit dans un projet immobilier donc sur Bessan. L'opération a été précédée, comme cela se fait habituellement et même toujours pour les fouilles préventives, en amont par une opération de diagnostic archéologique, c'est-à-dire que le terrain va être sondé en différents endroits pour estimer son potentiel archéologique. Donc cette opération de diagnostic a eu lieu l'année dernière, au printemps 2013, par l'INRAP, sous la direction de Grégory Bacassi, qui est dans cette salle, je crois, je suis même sûr. Et donc une opération qui a permis de circonscrire l'organisation de l'habitat, et à partir de là, de mettre en place une stratégie de fouille. Donc la fouille s'est déroulée sous la direction, sous l'entreprise de la société Chronoterre Archéologie, pour laquelle je travaille. Et c'est une opération qui s'est faite en collaboration, et ça c'est un peu une nouveauté, c'est quelque chose qui ne se fait pas trop pour le moment, mais qui tend à se développer, qui s'est faite en collaboration avec deux institutions importantes, à savoir le CNRS, avec l'unité basée à Montpellier-Latte, et puis avec l'université Paul Valéry de Montpellier. Vu l'importance du site, on va voir tout à l'heure que c'est un site qui est connu depuis longue date par les chercheurs, il nous a paru important de vraiment nous entourer des chercheurs régionaux pour appréhender ce site dans les meilleures conditions.
La fouille a duré environ 4 mois. On a eu une petite prolongation d'une quinzaine de jours, car nous avons eu des découvertes inattendues et de première importance que nous allons voir rapidement. Alors peut-être avant de voir ces résultats et de replacer un peu le site de la Monnaie d'Hyères dans son contexte archéologique, tout d'abord le resituer un petit peu. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de géographie à vous Bessanay, évidemment. Là, donc le site se situe au sud du village. Nous sommes très proches du fleuve Hérault, environ 200 mètres à vol d'oiseau. L'habitat est placé sur une petite éminence, un petit relief, donc qui domine cette vallée, la vallée de l'Hérault et les terres alentours, une dizaine de mètres d'altitude par rapport à la plaine. La superficie estimée d'environ 4 hectares pour ce site, ce qui n'est pas fantastiquement très important, mais qui n'est pas négligeable non plus par rapport aux autres sites connus à la même période. Au niveau topographique, nous avons le site, l'habitat est installé sur un petit promontoire, je vous l'ai dit. Et puis au niveau topographique, sur les côtés, 3 des côtés de ce promontoire, on a des ruptures de pente assez importantes qui ne sont pas infranchissables, mais qui déjà confèrent au site une défense naturelle sur lesquelles les habitants de la Monnaie d'Hyères se sont appuyés et ont mis à profit. Et donc du côté nord, une pente un peu plus par laquelle on accède aujourd'hui, par le chemin qui s'appelle le Pidum, une pente un peu plus douce et qui durant la protohistoire, correspondait à l'accès par lequel on accédait au site. Alors, ce site est connu depuis longue date, je vous en ai touché un mot tout à l'heure. Au début du XXe siècle, donc il faut savoir que les terrains sont mis en culture, des charruages profonds ont lieu sur le site, et au cours de ces charruages, plusieurs tronçons de murs vont remonter à la surface. Mais c'est véritablement en 1934 que le site fut véritablement identifié en tant que tel. Donc il a été inventé par Joseph Koulouma, docteur en pharmacie de son état, qui est un archéologue amateur de Béziers, donc qui a pas mal œuvré autour de la région biterroise, et qui va procéder à des fouilles, du moins à des sondages ponctuels, lors des 2 années suivantes, donc en 1935 et en 1936. Et très rapidement, Joseph Koulouma va prendre toute la mesure de l'importance du site de la Monnaie d'Hyères et de sa particularité. On le voit à travers ses publications qu'il va réaliser avec l'abbé Thomas, donc des publications de notices, dans lesquelles il va parler de l'oppidum ibéro-grec ou de la station grecque de la Monnaie d'Hyères. Alors ça peut un petit peu étonner, pourquoi les Grecs ici. En tout cas, très rapidement, avec ce qualificatif de grec, la Monnaie d'Hyères émerge un petit peu par rapport aux sites connus régionaux. Et je reviendrai un peu plus tard sur cette question, qui est vraiment centrale, d'une présence d'individus grecs sur Bessan. Alors ces premiers travaux ont été assez limités, mais le site a fait l'objet par la suite de multiples explorations, comme celle menée par l'abbé Joseph Giry en 1954, donc qui a également fouillé sur l'oppidum qui n'est pas si éloigné que ça d'Ancey-Runes. Et donc à la suite de ces travaux, on va avoir plusieurs séries de recherches, des prospections de surface surtout, avec du ramassage de mobilier en surface, quelques sondages ponctuels, mais tous ces travaux finalement n'ont pas été publiés. Et il faut attendre 1970 pour assister aux premières recherches méthodiques et scientifiques qui sont effectuées sous la direction d'un archéologue qui s'appelle Jean-Jacques July et qui est associé au CNRS. Il va publier ses résultats dans un ouvrage qui est consacré à une production de céramique grecque, la céramique attique, on en verra quelques exemplaires tout à l'heure, qui a été retrouvée en abondance sur le site, et qui a fait dire d'ailleurs à Jean-Jacques July et à Koulouma, qui a fait qualifier le site de grec, avec près d'1 million de tessons de céramique attique, donc, qui ont été ramassés essentiellement par Joseph Koulouma. Toutes ces recherches restent toutefois limitées. Des travaux ont été consacrés à telle ou telle catégorie de mobilier, qui provenaient essentiellement de récoltes de surface, mais l'étude archéologique, véritablement archéologique du site, n'a finalement été que très peu abordée jusqu'alors. Les choses vont changer à partir de 1972,
avec la mise en place de nouvelles fouilles sous l'impulsion d'André Nickels. Alors, ces fouilles, ces interventions étaient déclenchées par la reprise de charruages assez profonds qui ont été effectués sur le site, et puis également par une restructuration du réseau routier de la région d'Agde. Donc deux phénomènes qui mettaient grandement en danger l'intégrité du site archéologique et qui ont nécessité donc une intervention des archéologues. André Nickels, pour le présenter rapidement, parce que c'était une figure très importante, locale, régionale de l'archéologie proto-historique, qui travaillait au service archéologique de la direction des antiquités historiques et préhistoriques de Languedoc-Roussillon. En gros, c'est l'ancêtre de la DRAC et du SRA. Il a fouillé essentiellement sur Agde, sur la ville d'Agde, mais aussi sur sa nécropole, et notamment sur la nécropole du Pérou, qui a livré plus de 200 tombes, qui sont un peu plus anciennes que l'occupation de la Monétière. Avec André Nickels vont être mises en place des méthodes de fouille novatrices, qui sont celles que l'on emploie aujourd'hui de manière systématique. En tout cas, c'est la première fois qu'un site du Midi de la France va être étudié de manière méthodique et scientifique, avec les méthodes, ce qu'on appelle les méthodes stratigraphiques aujourd'hui. Alors André Nickels va ouvrir une fenêtre qui n'est pas si étendue que ça, mais qui va permettre tout de même d'apporter énormément d'éléments pour la compréhension du site. Une fenêtre d'environ 200 mètres carrés à l'intérieur de l'habitat. Et donc des travaux qui vont révéler, en tout cas confirmer, la place majeure tenue par l'habitat de la Monédière sur le plan régional, dans ce qu'on appelle la Celtique méditerranéenne, donc qui comprend en gros le Languedoc et la Provence. Alors, avec les découvertes, les travaux de Nickels, le site et l'adaptation du site est mieux appréhendée. Une chronologie, sa chronologie est parfaitement cernée. On a un site qui est occupé au début du VIe siècle et qui est abandonné à la fin du Ve siècle. Donc en gros, 200 ans d'occupation continue sans hiatus. 4 phases d'occupation successives qui ont été mises en évidence par Nickels dans un intervalle de temps donc qui est dans un intervalle de temps assez court. Enfin assez court, vous allez me dire 200 ans, non c'est très long, mais à l'échelle d'un village c'est relativement bref. Donc 4 phases plus ou moins bien documentées et que on distingue les unes des autres par des phénomènes de construction, d'abandon, de destruction et de reconstruction. Alors, du fait de la mise en place de la mise en culture des terres sur le site, il faut savoir que les vestiges archéologiques, et ça c'est quelque chose qu'on a évidemment observé très fortement observé cette année, les vestiges archéologiques les plus récents, donc ceux qui se situent évidemment au sommet de la stratigraphie, eh bien, ont été fortement arasés, fortement arrachés, détruits par le passage des charrues. Et donc la toute dernière phase d'occupation de ce site est connue uniquement par quelques lambeaux de murs, mais on a très peu de maisons, voire même aucune maison qui peut être entièrement restituée. Donc cette ultime phase, la 4e phase de Nickels, très mal documentée, et effectivement, j'en reparlerai tout à l'heure, nous n'avons guère plus d'éléments à nous mettre sous la dent avec nos fouilles de cet été. Il nous reste tout de même 3 phases, ce n'est pas rien. Alors la première phase, la plus ancienne, est assez mal caractérisée. Je reviendrai également là-dessus parce que nous l'avons également identifié, je vous expliquerai pourquoi. Une deuxième phase qui est caractérisée par des maisons qui présentent un plan assez original. On aura l'occasion d'en discuter beaucoup sur ce plan. Un plan donc de forme absidale, c'est ce que vous avez à l'image ici. Et puis, avec une restitution ici là-dessous, si je trouve là. Voilà. Et puis donc une troisième phase, qui va se distinguer de la précédente par la mise en place de maisons de plan rectangulaire. Donc ça, c'est le critère principal qui permet de distinguer les phases. Et évidemment, il y a toute une batterie d'autres critères qui permettent d'affiner tout ça et d'étoffer un petit peu l'argumentaire et cette séparation en 4 phases. Alors, revenons un petit peu sur ces maisons à abside. Je vous ai mis du plan de maison à la présence grecque. Pourquoi ? Eh bien, en fait, lorsqu'André Nickels découvre ces maisons absides, c'est la première fois
pour l'âge du fer régional, plus on trouve des maisons de ce type-là. Auparavant, on avait des maisons de type rectangulaire, enfin carré, quadrangulaire, pour faire simple. Donc ça interroge le chercheur, d'autant plus que ces maisons, j'en reparlerai également tout à l'heure avec nos découvertes, ces maisons sont construites avec un soubassement en pierre, de quelques dizaines de centimètres d'élévation, pas plus, et au-dessus une élévation en terre. Une élévation en terre faite de briques crues, qu'on appelle adobe. Et ça, c'est une nouveauté, et c'est la première fois que c'est documenté aussi tôt dans le Midi de la France. Il faut savoir que cette technique de construction adobe n'a pas été créée in situ dans le sud de la France. C'est une technique d'importation du monde méditerranéen, et très probablement elle s'est développée dans le sud de la France à la suite des contacts avec les Grecs, avec le monde grec. Et donc André Nicaise, lorsqu'il trouve ces maisons à abside, évidemment donc il n'a pas de comparaison, de parallèle possible dans le sud de la France, il va se tourner un petit peu là où il peut, et les seules comparaisons qu'il va trouver à l'époque, eh bien c'est dans le monde grec, c'est en Grèce, et puis en Italie du Sud et en Sicile, en Grande Grèce. Donc là vous avez à gauche, je vous ai mis quelques plans de ces bâtiments d'époque grecque qui ont été retrouvés, avec une restitution faite par des chercheurs d'une maison à abside. Donc maison à abside, c'est en gros c'est une maison ovalaire. Et donc vous voyez que cette restitution faite par les archéologues grecs, André Nicaise en est très largement inspiré pour restituer l'élévation de sa maison à abside ici sur la monnaie d'hier. Alors, je commence déjà, je parle beaucoup des Grecs, il me semble qu'il est important d'insister sur cette présence. Il faut savoir que les rivages du sud de la France, en particulier Languedoc, vont être très tôt fréquentés par les Grecs. Et avant que ces populations grecques s'installent, les navigateurs, qui viennent essentiellement de Méditerranée orientale, de Ionie, donc fréquentent les rivages. Et c'est donc la région d'Agde, donc dans la basse vallée de l'Hérault, que les premiers contacts entre les Celtes et les Grecs semblent avoir été établis. En tout cas, c'est ici, dans cette région-là, de la Gaule, que l'on trouve les plus anciens vestiges grecs retrouvés sur le sol français. Donc on retrouve quelques-uns de ces... Alors c'est pas des quantités astronomiques, mais on a notamment quelques vases d'importation qui ne laissent aucun doute. On trouve notamment dans la nécropole du Pérou à Agde, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On en retrouve un peu plus haut, là, dans la vallée de l'Hérault à Pézenas, dans la nécropole de Saint-Julien, par exemple. Voilà. Et donc, en fait, ces premiers contacts ont lieu dans le courant de la deuxième moitié du 7e siècle, vers la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Alors, très rapidement, donc voilà quelques autres exemples de ces importations méditerranéennes qui ne sont pas forcément grecques, avec quelques vases, donc ces deux vases-là, typiques de Grèce orientale, que l'on trouve dans la nécropole du Pérou à Agde. Je vous ai mis également ces éléments en fer qui sont des brocharotières, qui sont d'un type argien, donc d'Argos, en Grèce, et qui proviennent de la nécropole. Alors, on n'est plus dans la nécropole, on n'est plus dans la basse vallée de l'Hérault, mais pas très loin, puisque nous sommes dans la nécropole du Grand Bassin à Mayak. Et puis cet objet qui peut paraître un peu curieux, qui est interprété comme un bol de parfum, et qui a été retrouvé dans une nécropole de Asperos à Koufoulas. Donc des échanges qui se mettent en place avec des pièces assez remarquables que l'on trouve dans le sud de la France et dans la région agatoise. Alors, très rapidement, la présence grecque va se faire plus intensive, plus incisive, avec dès 600, là c'est une date fondamentale pour la proto-histoire du sud de la France, dès 600, la fondation, 600 avant Jésus-Christ bien sûr, la fondation de Marseille, donc de Massalia. C'est une fondation phocéenne, donc des habitants qui venaient de Phocée en Ionie, qui correspond à la Turquie actuelle. Et très rapidement, ces mêmes phocéens vont fonder sur les côtes, les rivages catalans, la colonie d'Empúries, une vingtaine d'années après la fondation de Marseille. Et Agde-Bessan, comme vous pouvez le constater, se trouve exactement à mi-chemin entre ces deux colonies majeures de Méditerranée grecque
de Méditerranée occidentale. Agde, j'en reparlerai tout à l'heure, colonie, site sur lequel on sait que les Grecs vont s'installer assez rapidement. En tout cas, une colonie massaliette mise en place à Agde autour du 5e siècle, donc un peu après la fondation de Marseille et d'Emporias. En tout cas, dès ces premiers temps de la présence grecque, Agde est un terrain d'échange privilégié, hein, vous l'aurez compris, avec les Grecs. Avec cette fondation de Marseille et ces différents établissements grecs, le Midi de la France connaît des bouleversements considérables. Ce n'est pas rien, c'est l'arrivée de navigateurs étrangers. Donc ça va avoir un impact considérable sur les populations du Midi de la France, mais aussi bien au-delà sur tout le reste de la Gaule et dans le reste de la Celtique continentale. Vers 550 avant Jésus-Christ, donc en somme une ou deux générations après l'arrivée des premiers colons, eh bien Marseille va inonder le sud de la France de son produit phare, qui est le vin. Et ce vin, il est transporté dans des amphores caractéristiques, que vous avez à l'écran, qui sont toutes produites à Marseille. Donc une pâte un peu claire, un peu mi-cassée. Bon, j'ai amené quelques exemplaires ici qu'on a retrouvés sur le site en abondance. Hein. Pour ceux qui sont intéressés, on pourra regarder ça après. Et donc ce commerce du vin va prendre une importance extraordinaire. On va en retrouver très rapidement sur quasiment tous les sites indigènes du sud de la France. On restitue les réseaux de livraison de cette manière-ci. Très probablement, les Grecs de Marseille diffusaient et livraient leurs produits à des populations indigènes qui se situaient vraiment sur le littoral, sur des sites qu'on appelle des emporions. Ce sont donc des sites côtiers. Par exemple, la Tara, que vous avez à l'image ici, hein, près de Latte, qui est bien connu. Et probablement également, pour en citer un autre, hein, le site de Pêche-Mao, qui n'est pas très loin d'ici, hein, sur la commune de Sigean, près de Narbonne. Très certainement, ces sites indigènes, un peu mixtes, sur lesquels il y avait la présence également de marchands étrangers, eh bien, vont diffuser leurs produits à des sites intermédiaires qui ne sont pas accolés directement au littoral, qui sont un peu plus éloignés dans le pays, mais qui se trouvent sur des routes stratégiques et qui vont à leur tour diffuser ces produits encore plus loin dans l'interland, dans le pays. Et c'est donc dans ce contexte que la Moyendière s'inscrit, et son développement est très certainement lié à ces nouveaux réseaux économiques qui sont en pleine expansion à cette époque. En tout cas, sa fondation, sa date de création correspond vraiment au développement et à la présence de Grecs dans le sud de la France. Alors, l'interprétation de Nicaise était tout trouvée, et découlait un peu de soi, à savoir qu'à la Moyendière, on avait des Grecs. Le site était un débarcadère qui recevait les navires, les cargaisons des navires et les marchandises des navires grecs, et qui étaient donc débarqués à Bessan. Et à partir de là, une fusion se faisait vers les sites qui étaient égrenés dans la basse vallée de l'Hérault. Je vous en ai mis quelques-uns, comme le site de Florensac, l'oppidum de Montjuïc, etc., Saint-Ibéry, l'oppidum de Pesnas, etc. Donc, il va s'appuyer sur ce positionnement pour André Nicaise, pour étayer sa thèse de la présence de Grecs à Moyendière, sur à la fois l'emplacement géographique, stratégique de Bessan, sur la place tenue également par la céramique d'importation sur le site. On a énormément de céramiques d'importation ont été retrouvées dans des proportions qui sont bien plus élevées que celles qu'on retrouve sur les autres sites indigènes régionaux. À titre d'exemple, alors c'est un peu moins vrai maintenant parce que les fouilles ont progressé, mais à l'époque d'André Nicaise, un seul autre site dans l'île de la France livrait autant de céramiques d'importation, mais c'était Marseille. Et un peu plus loin, en Catalogne, Emporias, donc de colonies grecques. Donc il s'appuie sur ces éléments-là, positionnement géographique, cette présence très importante de céramique d'importation, qui n'est pas négligeable du tout, et puis également donc sur le plan des maisons à abside dont je vous ai parlé précédemment. Alors,
Ce plan aujourd'hui des maisons absides n'est plus valable, on ne peut plus le raccorder à des techniques de construction grecques. On ne peut plus dire aujourd'hui que ce sont des maisons qui abritaient des Grecs. Pourquoi? Eh bien parce que la recherche archéologique, et c'est une bonne chose, a fait des progrès, et a révélé l'existence de maisons de plans similaires sur d'autres sites régionaux, plus anciens contemporains, plus anciens que celles de Bessan, et en tout cas qui précèdent l'arrivée des populations méditerranéennes dans le sud de la France. Donc on est sur des plans, là on est sur un plan qui est parfaitement indigène. Ce qui ne veut pas dire évidemment que les Grecs ne mettaient pas en place également ce type d'habitation. En tout cas, on ne peut plus associer ce type de plan à la présence de Grecs. Vous avez par exemple ici la maison qui a été restituée par archéologie expérimentale d'ailleurs sur le site de Russino à Perpignan. On trouve ce type de maison également en Provence, à Tamaris, ou un peu plus près de chez nous, un peu plus près de Bessan, sur le site du Traversant à Maillac. Et également, on a retrouvé il y a 2-3 ans une maison à abside sur le site de Latte, donc près de Montpellier. Donc venons-en maintenant un petit peu à nos résultats de cet été. Alors je vous ai mis sur cette carte, sur le plan cadastral, les limites supposées du site de la Monédière en jaune. Vous avez en orange l'emplacement des sondages faits par André Nickels, que vous avez ici, et puis donc en rouge l'emprise de nos fouilles. Donc vous voyez, on est quasiment sur près d'un quart du site qui a été ouvert à cette occasion, qui a été exploré, ce qui est assez considérable. En tout cas, vous voyez la disproportion par rapport à la petite ouverture faite par André Nickels en son temps. Donc on est à peu près pour vous donner une idée, sur à peu près 9000 m² de terrain qui ont été fouillés. Alors plusieurs acquis majeurs, d'ores et déjà, pour nos fouilles. La découverte d'une fortification qui protégeait l'habitat. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, qui n'était pas du tout documenté jusqu'à présent. On a mis au jour également de nouvelles formes d'habitat, On a apporté également des précisions, on commence à avoir quelques précisions également sur la chronologie et le phasage. On verra tout à l'heure que le phasage qui a été proposé anciennement dans les années 70 par André Nickels est bien tout à fait valide. Il peut être un petit peu plus détaillé et un peu plus étayé également. Et puis on a également découvert, et je finirai par ça tout à l'heure, par une structure vraiment hors norme qui est liée probablement à la gestion de l'eau et qui a fait l'objet d'une réoccupation très intéressante par la suite. Alors voilà un petit peu, donc là vous avez un plan du site, du terrain donc fouillé cet été. Alors c'est un plan c'est un petit peu un compromis de plan. Je ne pourrais pas vous mettre tout, évidemment sur ce plan, tous les vestiges qui ont été fouillés, ça serait complètement incompréhensible. Là vous avez un état qui correspond un petit peu aux dernières structures que nous avons fouillées. En tout cas, vous avez les principaux éléments qui constituent le site qui sont représentés. Donc avec le système défensif que je vais détailler évidemment, à l'intérieur duquel donc, se développe l'habitat. Vous avez une partie dans laquelle les vestiges en dur, on va appeler ça en dur, c'est-à-dire les murs en pierre, les maisons avec murs en pierre plutôt bien conservés dans la moitié ouest du site, et puis une organisation de vestiges un peu différente dans la partie est. On a essentiellement des structures en creux, donc des fosses, des trous de poteaux, et très peu de murs qui sont conservés. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on a deux organisations distinctes, de distribution bien distinctes et réelles des vestiges sur le site, avec d'un côté un habitat avec les maisons, et puis de l'autre des choses un peu plus diffuses ou avec des structures plus légères. Il faut savoir que toute cette partie du site est légèrement plus surélevée que le reste, et donc elle a pris de plein fouet le passage des charrues lors de l'exploitation agricole du site. Et donc ces charrues ont probablement, à cet endroit plus qu'ailleurs, arraché les vestiges qui étaient en surface. Et finalement, peut-être qu'à cet endroit-là, on n'a que les vestiges en creux qui ont été creusés dans le sol, qui sont conservés. Alors, la fortification
donc, qui est un des acquis majeurs de nos fouilles, qui avait déjà été identifié lors du diagnostic l'année dernière. En fait, cette fortification comprend, ce système défensif comprend 2 états, 2 phases. On a dans un premier temps un fossé que vous avez ici, donc qui est orienté est-ouest. Évidemment, vous voyez, c'était vraiment en limite de site, donc on n'a pas pu entièrement le dégager sur toute sa largeur de partout, et évidemment, nous n'avons pas également toute sa longueur. Mais en tout cas, on pourrait situer probablement un fossé qui venait barrer complètement l'accès nord du site. Donc le seul accès finalement le plus pratique pour gagner l'habitat. Et donc on est un petit peu dans un schéma qu'on connaît sur d'autres sites, qu'on appelle en général les éperons barrés. Voilà. Donc on est un petit peu dans ce schéma-là qui trouve des parallèles régionaux. Un fossé qui a des dimensions assez honorables, puisqu'on est sur du 4 mètres de largeur et du 3 mètres de profondeur, et qui présente un profil approximativement en V. Voilà, donc ça c'est aussi des profils qu'on trouve, pour lesquels on trouve des parallèles régionaux. Et dans le comblement de ce fossé, on a retrouvé, alors ça ne se voit pas ici à l'image, on discerne un petit peu sur la photo dessous, on a retrouvé des gros blocs. Alors, ce sont tous des blocs en basalte. Il faut savoir que le seul matériau utilisé sur le site, au niveau des pierres, c'est du basalte. Et donc, on a retrouvé énormément de blocs, de gros blocs, une cinquantaine de centimètres de grosseur dans le comblement de ce fossé d'abandon. Alors, ce ne sont pas des blocs qui proviennent des maisons, où là, les pierres sont de modules beaucoup plus réduits. Et donc, il y a de fortes chances que, en fait, ces pierres provenaient d'une muraille qui longeait, qui doublait en fait doublait le fossé côté intérieur, et qui donc donnait à la fortification une fonction beaucoup plus fonctionnelle qu'un simple fossé qui pouvait se franchir plus ou moins facilement. Donc une double défense, fossé, muraille, des choses assez classiques finalement. Par la suite, ce fossé est abandonné, la muraille est démantelée, tout cela est plus ou moins déversé à l'intérieur du creusement du fossé. Et puis un deuxième système, une deuxième enceinte est mise en place. Et là, cette enceinte, elle présente un tracé un petit peu original, un peu inattendu en fait par rapport à la topographie du site. Le premier fossé est un petit peu logique, il barrait complètement l'accès. Là, on a donc un fossé qui présente un tronçon légèrement sud-est-nord-ouest, et puis qui bifurque à angle droit vers le sud-ouest. Alors, on n'a pas vraiment d'équivalent proto-historique régionaux pour ce type de tracé-là. En tout cas, ici, on a un fossé qui est au niveau des dimensions, qui est complètement hors norme, qui est bien plus imposant que celui qui avait été installé précédemment, puisque on est sur presque 12 mètres de largeur et jusqu'à 4 ou 5 mètres de profondeur, donc ce qui est assez conséquent. Et je vous laisse imaginer le travail qu'il a fallu abattre pour mettre en place cet ouvrage, en sachant, pour l'avoir expérimenté, que le terrain naturel n'est pas si facile que ça à creuser. Surtout avec les outils de l'époque, il n'y avait certainement pas de pelle mécanique pour les aider. Donc un fossé qui a un profil ici un peu plus adouci que le premier. On va dire un profil en U, mais c'est pas selon les tronçons, le profil évolue un petit peu. En tout cas, ici par exemple, vous avez quelque chose qui est assez fonctionnel en termes de polyurcétique, c'est-à-dire en termes de défense de la ville. Puisque du côté, au niveau de la contre-escarpe, on a, donc côté extérieur, on a un profil qui est très abrupt, et puis un profil qui est un peu plus adouci côté intérieur, donc du côté des défenseurs. Donc si au cas où, imaginons, des assaillants venaient à pénétrer dans le fossé et essayer de se servir de cette escarpe pour s'abriter, eh bien, ils pouvaient, le fait du profil du fossé, c'est quelque chose qu'ils pouvaient moins aisément faire, en tout cas en étant moins en sécurité. Alors, dans ce fossé également, on va retrouver, donc là je vous ai mis une photo d'un autre sondage qu'on a fait sur un autre point de ce fossé. Évidemment, on ne l'a pas entièrement vidé, ça n'a aucun intérêt
et surtout ça aurait été beaucoup de travail pour pas grand-chose. En tout cas, on l'a sondé sur 3 points principaux. Et à chacun de ces sondages, eh bien, on a mis en évidence le fait que dans le comblement, on avait eh bien, énormément de terre argileuse, assez pure, sans pratiquement aucun matériau, que vous voyez ici sur l'image. Et en y regardant plus près, eh bien, on a remarqué que eh bien, en fait, cette terre était composée exclusivement de briques crues, d'adobes qui avaient fondu, donc des éléments architecturaux. Et puis, dans et sur ces éléments d'adobe fondus, eh bien, on a retrouvé, comme le fossé précédent, des gros blocs de basalte mêlés donc à cette architecture en terre. Donc là, évidemment, la conclusion s'impose également, c'est qu'on peut restituer également ici aisément une muraille qui venait border et renforcer cet élément défensif qui est le fossé, et donc sur tout son tracé. Donc une muraille avec un soubassement en pierre et une élévation en terre et en adobe. Alors de cette muraille, on la restitue, et malgré nos efforts, on n'a reconnu aucune trace conservée en place en arrière du fossé. Donc elle a véritablement été complètement arasée, certainement en partie volontairement, et démantelée, reversée, déversée dans le fossé défensif. On a eu la chance, lors de ces fouilles, eh bien, de découvrir l'entrée. Enfin, en tout cas, une entrée, probablement l'entrée principale du site, en tout cas celle qui correspond à la mise en place du deuxième fossé. C'est une entrée qui est un petit peu complexe, donc qui se situe vraiment, hein, vous le voyez, en limite de notre intervention, et donc qui a fait l'objet de plusieurs réaménagements. La première utilisation, la première phase, le premier état de cette entrée est très simple en fait, puisque c'est juste une interruption frontale du fossé, donc voilà, qui s'interrompt ici et qui reprend un peu plus loin, à peu près 3 mètres plus loin, pour probablement continuer sur une certaine longueur jusqu'en limite de l'éperon. Lors d'une deuxième phase, est mise en place eh bien, ce qu'on appelle une porte rentrante, avec 2 pans de muraille qui sont parallèles l'un à l'autre et qui sont implantés de manière perpendiculaire au fossé. Donc vous avez, voilà, ici, vous avez sur le plan cette muraille assez épaisse que vous retrouvez ici à l'image et également ici. Et puis donc son pendant côté occidental, avec un mur un peu plus fin, mais qui lui est parallèle, qu'on retrouve ici. Et entre les deux, eh bien, un cailloutis qui a été aménagé qui correspond à une voie. Voilà, donc on a véritablement l'accès de la porte qui se faisait par ici. Donc on est sur quelque chose là aussi qui fait à peu près 2,50 m, 3 mètres de largeur. Donc largement suffisant pour faire passer les charrues, les charrois de l'époque. On va trouver notre image un peu plus détaillée de cette entrée. Donc vous voyez, hein, les structures sont très arasées. Voilà. Et lors de la mise en place de cette muraille, alors cette muraille en fait présente la caractéristique d'être en partie implantée, en tout cas son extrémité, d'être en partie implantée dans le comblement du fossé. Le premier comblement d'utilisation du fossé. Et cette extrémité en fait est beaucoup plus large que le reste du tracé. Et là véritablement, donc vous avez une élévation ici de ce massif qui est assez imposant et assez exceptionnel. Et là véritablement, à mon sens, on a un bastion, une tour, hein, qui venait vraiment bastionner l'entrée, donc la protéger de manière vraiment efficiente. En plus de cette muraille, donc cette porte rentrante qui est aménagée, de cette tour qui vient protéger le flanc de l'entrée, donc c'est toujours un point vraiment fragile, enfin en tout cas sensible de l'entrée au niveau du système défensif, et bien est creusé une petite extension un peu curieuse, une petite extension un petit peu curieuse du fossé que vous avez ici. Voilà, de manière rectangulaire. Donc, on a quelque chose qui se présente sous forme de V, hein, donc qui est très abrupt et très profond, et qui en fait eh bien, empêchait le passage frontal lorsqu'on venait du nord.
qui obligeait les éventuels assaillants, en tout cas les visiteurs, eh bien, à cheminer de cette manière-là. Et donc on a une entrée en forme de chicane. Donc là encore, c'est un élément supplémentaire qui est mis en place pour protéger de manière plus efficace l'entrée et l'accès. Alors nous sommes toujours ici là à proximité de cette porte. Vous voyez, donc nous avons des restes humains que nous avons retrouvés. Alors ces restes humains ont posé beaucoup de questions au moment de la fouille, surtout que, alors vous voyez par exemple, notamment cet individu ici que vous avez sans tête. Alors c'est pas un individu décapité qui a été enterré là, en fait il avait sa tête, mais lorsque c'est nous qui l'avons prélevé, avant de fouiller l'intégralité du corps, parce qu'en fait la partie que vous avez ici correspond à un sondage, le sondage que nous avions implanté dans le fossé, et nous avons eu une chance assez extraordinaire, puisque on s'est arrêté pile au niveau du scalp de cet individu-là, et donc le crâne apparaissait sur la paroi, sur la berne du sondage. Donc lorsqu'on a trouvé ça, on s'est un petit peu interrogé, on s'est dit crâne humain, tête coupée, les pratiques gauloises, exposition de crâne, on n'est pas loin de l'entrée, donc est-ce qu'on peut avoir quelque chose de type un petit peu rituel, en tout cas une mise en scène avec ces restes humains qui auraient été installés au niveau de la porte. Des schémas qu'on connaît sur d'autres sites celtiques, que ça soit en Gaule continentale ou même en Gaule du Sud, avec notamment le site du Kellar, en Petite Camargue. Bref, donc cette découverte dans le sondage, et puis du coup nous a amené à ouvrir davantage et à creuser davantage dans la continuité en direction de la porte. Et là, la surprise, ça a été de découvrir en fait qu'on n'avait non pas des restes humains qui auraient été balancés en vrac ou qui seraient effondrés dans le fossé, mais des corps entiers qui ont été soigneusement inhumés. Donc là, on a véritablement un ensemble funéraire qui a été installé ici. C'est un petit ensemble funéraire puisqu'on est sur 4 individus, pas plus ou moins bien conservés. On est vraiment au sommet de la stratigraphie. Donc là aussi, ça a été beaucoup perturbé par les travaux agricoles notamment. Et donc des individus qui sont installés sur le dos, avec les bras le long du corps, ou pieds sur l'abdomen. Des corps orientés, est-ouest ou nord-sud. Donc des schémas en fait qui sortent des pratiques funéraires connues pour l'époque, pour l'âge du fer, où là on a l'incinération qui est exclusive dans la région. Et puis surtout, jamais on a des corps qui sont enterrés, enfin des individus qui sont enterrés, quelques exceptions près, mais c'est très différent, qui sont enterrés dans l'habitat. Lorsqu'on a fouillé, évidemment, on a tâché de voir s'il y avait du mobilier qui était associé à ces corps. Il n'y en avait pas, malheureusement. Et la stratigraphie ici était, comme je vous l'ai dit, très bouleversée par les travaux agricoles. Donc finalement, aucune donnée pertinente au niveau du mobilier céramique. En petite parenthèse, le mobilier céramique, c'est ce qui nous permet principalement pour cette période de dater les vestiges archéologiques. Et on a quand même des datations qui sont assez précises qu'on peut obtenir, puisque on peut aller jusqu'à une précision de 25 ans, ce qui est, il faut convenir, assez honorable pour ces périodes reculées. Donc là, malheureusement, pas de céramique pour nous donner d'indications. Alors, là, nous avons fait des analyses carbone 14, c'est 14 sur ces restes, et on vient de recevoir en fait ces résultats il y a 2 jours, et il s'avère en fait qu'on est sur des corps qui ont été enterrés à l'époque romaine. Donc ils n'ont rien à voir avec l'occupation proto-historique qui nous occupe. Alors ce n'est guère étonnant, parce que je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais le site n'a pas été occupé, mais en tout cas a été fréquenté de manière assez intense à l'époque romaine. Donc on a cette nécropole finalement qu'on a mise au jour. Il faut savoir également que sur le site, un peu plus au sud, on a cette structure que vous avez ici à l'écran, qui est assez exceptionnelle également, qui correspondrait, donc là je me fie sur l'interprétation de mes collègues romanistes, qui correspondrait à une citerne. Et nous, sur l'emprise de la fouille, outre diverses fosses un petit peu éparpillées qu'on a pu rattacher à cette période romaine, on a notamment un chemin
qui reprend en fait le tracé du deuxième fossé que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, qui était encore un petit peu apparent dans le paysage à l'époque romaine, et qui a été réaménagé pour faire un chemin creux à cette époque-là, avec un mur que vous avez ici, qui venait border cette voie de communication. Alors, en ce qui concerne l'habitat, on a identifié, comme notre prédécesseur, André Michels, 4 phases principales. Alors, on a peut-être une 5e, mais là encore, il va falloir qu'on regarde un peu plus près les données de fouille calmement dans les mois à venir. On a une première phase donc, qui est assez mal connue, je vous en parlais tout à l'heure, qui est mal conservée. Pourquoi elle est mal conservée, mal connue? Finalement, on pourrait se dire c'est la plus profonde, donc a priori, c'est pas celle qui a été le plus abîmée par les travaux agricoles. Et bien tout simplement parce que la réoccupation qui succède immédiatement à cette phase se fait immédiatement sur ces vestiges, vient s'appuyer vraiment au contact physique de ces vestiges. Donc les murs de cette première phase vont être vraiment à raser, en partie réutilisés, pour reconstruire des bâtiments qui viennent très rapidement par-dessus. Et donc on n'a pas de plan de bâtiment, on n'a pas de bâtiment conservé pour cette première phase. Donc là on est vraiment, a priori, encore une fois, à prendre entre guillemets, dans la première moitié du VIe siècle. Quelques pans de murs en tout cas de négatifs de murs qui traînent ici ou là. Et surtout, ce qui est conservé, ce sont ces foyers circulaires que vous voyez ici, légèrement surélevés par rapport au niveau du sol, qui sont constitués généralement de plusieurs épaisseurs d'argile rubéfiée, mises en place les unes sur les autres. Alors la deuxième phase est plus richement documentée. Lors de cette phase sont mis en place des grands bâtiments rectangulaires, des grandes maisons, dont vous avez un exemple ici à l'écran. C'est des édifices assez grands pour l'époque. En général, on connaît sur d'autres sites, en tout cas les bâtiments connus sur les autres sites sont de dimensions plus réduites. Là, par exemple, cette maison, on est sur presque 5 mètres de largeur et 8 ou 9 mètres de longueur, donc ce qui est pas rien. Le sol est en terre battue, on n'est pas sur du sol construit. Et au niveau des techniques de construction, on est sur un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir des murs à soubassement en pierre, donc là encore du basalte, et puis une élévation en terre. Alors là, elle n'est pas conservée, mais on verra d'autres exemples tout à l'heure aussi d'élévation en terre. C'est toujours assez exceptionnel, surtout sur un site qui a été un petit peu abîmé comme ça par les charruages, de retrouver encore de l'architecture en terre en place. Donc sur ce bâtiment, je ne vais pas vous le détailler, j'ai trop de choses à dire, mais en tout cas, vous voyez, au niveau de l'aménagement interne, on a différents gros trous de poteaux qui étaient les réceptacles des poteaux qui venaient maintenir la toiture, notamment ce poteau là au niveau de la partie centrale médiane du bâtiment qui venait soutenir probablement la poutre faîtière. Et puis sur ce bâtiment on a 2 espaces en fait, il est scindé en 2 par une paroi là, qui est matérialisée par ce cailloutis que vous discernez ici. Alors j'ai pas encore de plan à vous montrer, malheureusement, ça viendra peut-être lors d'une prochaine communication. Pour l'instant, il va falloir se contenter des photos, je sais que c'est pas évident à suivre, mais en tout cas, voilà, le bâtiment qui est séparé par cette cloison en pierre, avec dans la partie avant, des structures de type foyer. Donc là, vous avez cette trace rectangulaire que vous avez ici, qui est en fait un foyer qui a été arraché durant la protohistoire. Ici, vous avez notamment un four. Donc, on a vraiment la base du four qui est conservée. On discerne, percevez peut-être ici, le départ de la cloche qui est en partie conservée. Dans la partie arrière du bâtiment, même type de vestige avec quelques foyers et notamment ce foyer magnifique. Ça s'appelle pas de mine sur la photo, mais en tout cas, la fouille, c'était assez extraordinaire, qui présente un décor, surtout son pourtour, peut-être que vous voyez un petit peu, un petit décor de cannelure, en fait, sur tout le pourtour, et puis une sole qui a été peignée. On a retrouvé des traces de peigne, en fait, sur la sole d'argile. Là, c'est assez exceptionnel, parce qu'on est en 6e, et a priori, c'est le plus ancien foyer décoré connu dans le sud de la France. Bon, voilà, c'était une petite parenthèse sympathique pour ce bâtiment.
Alors on a également découvert, toujours dans cette même phase, en deuxième phase, avec à proximité de ce bâtiment rectangulaire, donc je ne vous les présente pas tous évidemment, on est sur plusieurs dizaines de bâtiments là, un autre type de bâtiment qui présente un plan un petit peu différent, un bâtiment trapézoïdal qui présente des dimensions en revanche tout aussi importantes que le précédent, donc vous avez à l'image ici. Alors, ils distinguent assez mal parce que les vestiges, encore une fois, sont pas très bien conservés en élévation. Mais voilà les plans de mur. Et puis, vous avez une série de trous de poteaux qui scandent en fait l'espace intérieur. Et en fait, donc, on est sur un bâtiment à double nef, avec probablement donc une entrée qui est moins large d'un côté que de l'autre, et une entrée, ce qu'on appelle une entrée nantis, c'est-à-dire en léger retrait par rapport à l'extrémité du bâtiment. Et ce type de plan, en fait, on connaissait que ailleurs, sur un seul site ailleurs dans le sud de la France, c'est à Salles-d'Aude, sur la Moulinas, donc qui a été fouillé il y a quelques années, quelques dizaines d'années. Vous avez le plan ici. On est à peu près sur le même schéma et surtout on est sur les mêmes dimensions et sur les mêmes datations. Donc, voilà. Un bâtiment pour lequel malheureusement l'espace intérieur est assez mal conservé, puisqu'il a, semble-t-il, fait l'objet, comme c'est le cas d'ailleurs de la plupart des maisons que nous avons pu fouiller, qui a fait l'objet d'un nettoyage avant d'être abandonné. Donc il a été complètement nettoyé. Donc ce qui est un petit peu problématique pour nous, on aime bien avoir des choses détruites brutalement, parce qu'on retrouve vraiment tout l'agencement interne des structures, ce qui nous permet après de restituer les différentes fonctions de la pièce, ce qu'on y faisait, les éventuelles activités qu'il pouvait y avoir dans les pièces et qui les réalisait. Et puis on trouve également, donc c'est une phase qui est assez riche en termes d'architecture, on trouve également des bâtiments curvilignes. Donc là vous le discernez probablement là sur la photo que vous avez ici, qui sont de très grandes dimensions. Et là on est sur des architectures qui sont différentes des bâtiments quadrangulaires que je vous ai montrés précédemment, puisque ces architectures en matériaux légers, donc il faut intervenir le bois et le torchis. Torchis, c'est une structure porteuse en clayonnage, en branches, sur lesquelles sont agglomérés de l'argile crue. À l'intérieur de ce bâtiment, donc on a découvert, c'est un bâtiment qui a brûlé. Donc voilà, là pour le coup ça nous intéresse particulièrement. Malheureusement, pour ce bâtiment en question, on est vraiment ici en limite de fouille, donc on n'a vraiment qu'une partie du bâtiment, le reste se situe en dehors de la fouille. En tout cas, dans la partie conservée, on a retrouvé notamment ce vase que vous avez ici, qui est un vase en terre crue, qui est vraiment modelé, et qui est un vase de stockage. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que à l'intérieur et juste à proximité du vase, là où il a été cassé, on a retrouvé cette graine carbonisée. Donc ils vont nous apporter énormément d'informations sur ce qui a été stocké, éventuellement sur les activités culinaires qu'il peut y avoir dans cet édifice, dans cet espace-là. Là, vous discernez quelques... vous voyez, c'est des vestiges très ténus, des vestiges de ces élévations, de ces murs en torchis, donc avec probablement des enduits en terre. Là aussi, c'est assez rare de voir ça, qui sont plaqués contre le mur, qui sont conservés sur quelques centimètres d'élévation, pas plus. Et vous voyez tous ces pans de charbon, ces morceaux de charbon qui correspondent probablement à la structure du bâtiment qui ont brûlé sur place. Le sol également a pu être dégagé, donc un sol brûlé sur lequel on a retrouvé beaucoup de tessons en place, avec des vases fragmentés. Donc là, il faudra attendre évidemment les recollages pour avoir une idée un peu plus précise du vaisselier que l'on rencontre. Et puis l'ensemble de ces structures internes du bâtiment, le sol et puis donc les différents vases de stockage, sont recouverts par la destruction de la toiture qu'on a ici. Donc là aussi c'est assez exceptionnel. Donc des morceaux d'argile qui étaient crus au moment de la fabrication, qui ont durci, et sur lesquels on voit les traces de bois qui correspondaient donc à la toiture sur laquelle cette terre a été mise en place. Donc probablement des roseaux, des phragmites. Là encore, l'étude nous en dira un peu plus sur ces techniques architecturales. En tout cas, on a un bâtiment ici qui clairement a servi de stockage, de resserre.
on n'est pas dans les mêmes types d'occupation que les bâtiments quadrangulaires qu'on a vus précédemment. Alors la troisième phase de l'habitat, qui succède assez rapidement à la précédente, voit l'apparition de nouvelles formes architecturales. On a pour l'essentiel des bâtiments ovalaires qui présentent par endroits des agencements assez originaux. Les uns par aux autres, on a un agencement un petit peu, je vais qualifier ça d'alvéolaire en fait. Ils sont organisés autour de petites placettes. Ils rayonnent autour de ces petites placettes qu'on a dans l'habitat. Et donc ces bâtiments adoptent un plan absidal, donc celui que nous avons vu tout à l'heure, qui est un petit peu différent de celui qui avait été observé par André Nicaise. Donc des bâtiments plus ou moins bien conservés. Alors on est sur des dimensions un peu plus restreintes que les grandes maisons quadrangulaires qu'on a vues précédemment. Et ici donc vous voyez deux états de cet édifice absidial, avec toujours ce soubassement en pierre basaltique. Et puis dessus, là vous discernez également ici l'élévation en terre. Alors là, c'est la première fois qu'on met également en évidence sur le site de Bessan. Ce n'est pas une élévation en adobe, comme ce qui avait été vu, donc en grès cru, comme ce qui avait été vu par André Nicaise. Mais là, on a la terre massive, donc ce qu'on appelle la bauge. Le pisé, ça reste à démontrer, en tout cas vraiment la terre massive qui est installée sur ces sous-bassements en pierre. Alors, malheureusement, on sait encore une fois assez peu de choses sur leur organisation interne, sur l'activité qui prenait place dans ces espaces, puisqu'ils ont été, pour la plupart, complètement nettoyés. Voilà. Donc, on a quelques traces de foyers, on a retrouvé quelques foyers, donc évidemment des activités liées au feu, mais difficile d'aller plus loin dans l'analyse, en tout cas à l'heure actuelle. Alors, à titre d'information, justement pour aller un peu plus loin, lors de la fouille, on a pratiqué toute une série de petits prélèvements de sédiments. Donc ces techniques assez récentes qui ont été mises en place à Latte pour justement après tamiser cette terre et voir si au niveau des micro-restes, on peut avoir des résidus qui peuvent nous éclairer sur justement les activités qui avaient lieu dans les différents espaces de la pièce. Donc c'est pas ce seul biais-là qu'on va pouvoir véritablement en apprendre davantage sur la fonction de ces bâtiments. Et puis donc cette maison, je ne sais pas si on peut l'appeler maison, on verra ça plus tard. En tout cas, cette maison de plan assez magnifique, de plan circulaire. Là qui est un peu différente au niveau de la construction et sous-bassement, puisqu'on est sur du galet, du gros galet qui est mis en place, et qui retient encore une fois, qui est le support encore une fois d'une élévation en terre. L'organisation interne qui est assez mal connue pour l'instant, en tout cas on a quelques indices, mais je ne vais pas le détailler ici. En tout cas, c'est un plan qui pour la première fois est attesté dans le sud de la France. Alors, on ne va pas réitérer les démarches d'André Nicaise ou les démarches qui ont été faites auparavant, mais il est vrai que, j'en reparlerai tout à l'heure, mais il est vrai que ce type de bâtiment, finalement, pour l'instant, on ne connaît qu'en Grèce. On connaît aussi dans la péninsule ibérique. Voilà. Mais en tout cas, dans le sud de la France, c'est la première fois que ce type de bâtiment est attesté, donc ça pose évidemment énormément de questions. Et donc, la quatrième phase, qui est peut-être pas la dernière, on a peut-être une cinquième, mais qui a été encore plus bouleversée que celle-ci par les charruages, où là, on a toute une imbrication de structures. Alors, vous voyez un petit peu la difficulté d'identifier ces différentes structures. Vous discernez ici, vous voyez ici, la maison abside que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc là, on a une partie du mur avec son passement en pierre qui est dégagé. On aperçoit ici l'élévation en terre, et vous voyez que immédiatement par-dessus, c'est de l'arasement de cette maison, mais mis en place un autre bâtiment, donc qui vient vraiment recouvrir, et donc un sol qui vient vraiment s'appuyer sur juste à quelques centimètres au-dessus de l'arasement de cette maison. Donc une forte imbrication des vestiges, des structures lors de cette phase, et là on a toutes sortes de plans de types d'édifices qui sont mis en place, avec des choses plus ou moins quadrangulaires, d'autres un peu plus curvilignes, des espaces, vous voyez, assez mal conservés, mais qui s'organisent autour de, semble-t-il, de places, donc des espaces publics également. Donc voilà, des choses qu'il va falloir étudier de plus près, en tout cas qui ont été assez bouleversées par les labours, malheureusement. Et également une découverte assez intéressante que nous avons faite,
qui est cette structure, ce bâtiment que vous avez en photo en haut à gauche, avec ces 3 pans de mur parallèles, et qui a brûlé en partie. Donc là, vous voyez, on a retrouvé une brique cuite lors de la destruction par le feu du site. Quelques éléments d'architecture, probablement de plancher également, qu'on a retrouvés en place, carbonisés. Et donc là, très certainement, on a ce qu'on appelle un grenier à plancher surélevé. Donc vous avez une reconstitution à côté, donc qui provient du monde ibérique. Et donc là, c'est assez exceptionnel parce que ce type de bâtiment, on connaît pour l'âge du fer en Espagne, dans la péninsule ibérique. Donc, on en connaît également pas très loin d'ici, à Narbonne, sur le site de Mont-Lorès. Et là, c'est le plus oriental, finalement, qui est attesté en Méditerranée occidentale. Voilà, donc évidemment, un bâtiment qui est dédié au stockage des denrées. Donc voilà un petit peu pour le plan architectural. Je vous ai mis quelques illustrations du mobilier qu'on a pu découvrir sur l'habitat. Alors évidemment, en très très grande majorité, il s'agit de tessons de céramique. Donc on a surtout des vases qui sont faits autour de potiers. Donc ça, cette technique du tour, c'est une importation du monde méditerranéen, probablement importée par les Grecs. Donc on a à peu près 2 tonnes de mobilier céramique, ce qui est beaucoup. Et puis pour le reste du mobilier, on a quelques éléments, quelques pièces métalliques, assez peu, quelques dizaines, ce qui n'est pas très surprenant en général en contexte d'habitat. C'est pas en contexte d'habitat qu'on trouve le plus de mobilier métallique, c'est plutôt en général dans les tombes. En tout cas, à part si on découvre des structures un peu particulières de type fosse rituelle, dans lesquelles ont pu être déposés des mobiliers bien spécifiques, en général, le mobilier métallique est soigneusement ramassé pour être réutilisé, pour être coulé, pour être forgé, etc. Donc c'est pas étonnant d'en retrouver assez peu. On a retrouvé essentiellement quelques éléments d'armement, de parure. Vous avez quelques bracelets ici dans un état assez mal conservé. Donc des bracelets en bronze, du fer. On a trouvé également quelques balles de fronde en terre cuite. Voilà. À côté de ça, quelques fosses, alors au niveau des ossements, évidemment beaucoup de déchets de boucherie, des papillers avec un niveau de destruction, qui accompagnent la céramique, et puis par endroits des fosses un peu plus originales, qui ont une vocation probablement rituelle, avec par exemple ici cette fosse que vous avez à l'image, où on a un animal qui a été complètement débité et rejeté entier dans la fosse. Donc essentiellement du mouton et du capridé, qui ont été identifiés. Et puis par endroits, dans quelques maisons, des sépultures de nouveau-nés, d'immatures, de quelques semaines, de quelques mois maximum, qui ont été soigneusement inhumés dans des petites fosses, qui ont été installées, donc ils ne sont pas accompagnés de mobilier. Et ça, c'est une pratique qui est assez répandue, assez bien répandue dans le monde proto-historique, où en fait le traitement funéraire des nouveau-nés se distingue radicalement de celui du reste de la population. Lorsque l'on fouille les nécropoles, donc qui se situent toujours en dehors de l'habitat, on n'est jamais intramuros. Lorsque l'on fouille les nécropoles, alors je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tout d'abord au niveau de la pratique funéraire, on est sur de l'incinération, donc les restes, les individus sont brûlés sur les bûchers, les restes sont rassemblés, mis dans un vase, et puis le vase enterré dans une fosse. Et lorsqu'on s'intéresse un petit peu à l'âge de ces individus enterrés dans la nécropole, on se rend compte qu'on a essentiellement des adultes, quelques enfants, mais jamais, ou alors quelques exceptions près, jamais de nouveau-nés. Ce qui est fort étonnant, puisque à ces époques-là, il y avait une mortalité impressionnante de ces enfants en bas âge. Et en fait, donc, ces enfants-là étaient non pas enterrés avec le reste de la population, mais enterrés dans les maisons. Voilà. Donc, pourquoi, comment, plusieurs hypothèses existent, mais il y a fort à parier qu'en fait, ils avaient un statut social qui était considéré, qui n'était pas encore accompli, en tout cas qui était considéré de manière différente du reste de la population. Alors, c'est probablement pour faire face aussi au deuil,
qui était assez courant, j'imagine, hein, à cette époque-là, par rapport à ces individus. Et donc, cette fameuse citerne, ce fameux puits dont je vous parlais tout à l'heure, donc une structure complètement inattendue, hein, et complètement exceptionnelle. Donc, elle se situe, vous le voyez ici, hein, sur le plan, vous voyez un peu la place, hein, qu'elle tient. Voilà, ici sur la photo, vous voyez cette partie sombre, hein, qui correspond au comblement, hein, de ce puits. Bon, vous avez une échelle avec ici. On est sur des dimensions qui sont vraiment hors normes. Là, on est sur du 17 mètres de diamètre et à peu près 7 mètres de profondeur. Profondeur, c'est pas énorme pour un puits, mais en tout cas, au niveau du diamètre, c'est assez monstrueux. En tout cas, totalement inhabituel pour ce qu'on connaît d'un point de l'histoire méridionale. On n'a aucun équivalent de ce type de structure. Complètement une nouveauté à Bessin, à Monédière. Et donc, en fait, on a une structure qui, très probablement, c'est un peu l'explication, la seule explication qu'on a pour le moment, qui très probablement a servi de citerne pour stocker l'eau, et qui a connu en fait 2 phases d'utilisation. Donc, un premier creusement qui est assez important, dont je vous l'ai dit, un fond plat et des parois très verticales. Et puis, cette structure, au fur et à mesure de son utilisation, il va y avoir des pluies, des orages, ça va raviner évidemment, donc elle va en partie se combler, ça va assez vite. Et donc ces comblements détritiques en fait vont être recreusés pour pouvoir, c'est ce que vous avez ici, pour pouvoir de nouveau utiliser correctement cette structure à une vocation de stockage de l'eau. Alors ce qui est intéressant surtout, c'est que la phase qui correspond à l'abandon de cette structure, donc qui vient remplir le fond de la structure, eh bien, est marquée par la présence de très nombreux vases, dont beaucoup ont été trouvés entiers, avec surtout essentiellement des amphores de Marseille. Hein, vous avez ici à l'écran ces amphores, là vous avez vu tout à l'heure aussi sur notre photo. Et donc une très grande majorité de vases grecs, des formes qui se rapportent à des cruches, des coupes à boire pour l'essentiel. Donc essentiellement des formes et des vases qui sont liés au service et à la consommation du vin. En tout cas des assemblages assez inhabituels qu'on ne retrouve pas dans le reste de l'habitat. On retrouve toute la batterie de la vaisselle. Mais pas exclusivement ce type de vase qui est essentiellement lié à la consommation et au service du vin. Donc, quelques images un petit peu de ces vases entiers, donc évidemment pour certains fracturés, avec notamment cette céramique attique dont je vous parlais tout à l'heure, qui est assez remarquable, hein, ici avec un décor très fin, des choses qui ont été produites en Grèce. Voilà d'autres exemples de ces vases grecs, voilà, avec des décors, comme vous voyez, assez soignés. Quelques marques gravées, hein, des lettres grecques, hein, l'alphabet grec gravé. Alors, est-ce que c'est le potier, est-ce que c'est le propriétaire du vase, est-ce que c'est celui qui l'a vendu? Ça, on ne sait pas pour l'instant. Mais en tout cas, une grande quantité de ces vases-là retrouvés dans le fond de la fosse. Alors, ce sont des vases grecs, hein, pour la grande majorité, qui renvoie à une pratique qui est bien connue, qui est celle du banquet grec, qu'on appelle le symposium. Alors évidemment, je vous l'ai dit, l'assemblage est assez original. Si on était dans le cadre d'une fosse qui a été réutilisée comme dépotoir, on aurait rejeté en vrac tous les résidus de consommation, on aurait d'autres types de vases liés à d'autres types de consommation. Là, non, c'est vraiment spécifiquement lié à la consommation du vin. Donc il y a tout lieu de croire que là, on est vraiment sur quelque chose de rituel qui a été mis en place et qui s'organise, qui s'articule autour de banquets. Et là, ce qui est intéressant également, c'est que chronologiquement, on se situe vraiment à la fin de l'occupation du site. Donc tous ces vases qu'on a recueillis, en fait, sont contemporains d'abandon du site. Alors, évidemment, ils le précèdent légèrement. Alors,
Alors, toutes les interprétations sont possibles, mais est-ce qu'on n'est pas là sur un rite de fermeture, d'abandon du site, qui serait traduit de cette manière-là? On aurait fait un grand banquet avant d'abandonner le site. Les études futures le diront évidemment. En tout cas, on connaît quelques parallèles intéressants dans le monde grec de ce type de vase. À Athènes, par exemple, on connaît une grande fosse, alors, qui n'est pas tout à fait similaire à la nôtre, mais en tout cas qui présente des dimensions importantes, qui a servi de rituel, justement, et dans lequel ont été rejetés tous les restes de banquets. Donc, c'est le type des fosses qu'on appelle botros dans le monde grec. Donc voilà, on en revient un petit peu à cette question grecque, du fait de cet assemblage de vases, qui correspond clairement à des pratiques de consommation grecques. Alors, qui sont les individus derrière ça? Pas forcément les Grecs, on sait que les autochtones, les indigènes ont adopté ces pratiques de consommation aussi. Dans les tombes indigènes, on retrouve des services funéraires, funéraires liés au vin entier. Donc là, on sait que ce ne sont pas des Grecs, mais ce sont des indigènes. Les maisons absides aujourd'hui sont bien connues dans le monde indigène. On a ce cas du bâtiment circulaire dont je vous parlais tout à l'heure, qui ne connaît pas de parallèles régionaux. Le seul édifice en fait contemporain qui est mentionné dans le sud de la France, il se trouve à Marseille. Voilà. Mais alors là aussi, il faut être prudent, puisque on connaît aussi une série de bâtiments circulaires, donc qui ne sont pas tout à fait comparables au nôtre, mais en tout cas qui présentent un plan de cet aspect-là, dans la péninsule ibérique. Et la péninsule ibérique, finalement, c'est pas très loin de Bessan, on est plus près de l'Espagne finalement que de Marseille. Donc là encore un peu de prudence. Surtout lorsque l'on sait que le Languedoc occidental, donc toute la partie du Languedoc qui se situe jusqu'à l'Hérault approximativement, c'est un territoire qui partage de nombreuses choses en commun avec le monde ibérique. On est vraiment dans un monde ibéro-languedocien, ce qu'on appelle. En revanche, ce qui est très intéressant, non pas que le reste ne le soit pas, mais ce qui est intéressant ici, c'est que c'est le plan adopté par la deuxième enceinte fossoyée, donc qui a été mise en place, qui suit un tracé de forme quadrangulaire que l'on ne rencontre pas dans les autres sites régionaux, mais qu'on rencontre en revanche a priori dans la colonie grecque d'Agde. Donc c'est la restitution qu'avait fait André Nickels lors de ses fouilles à Agde. Il avait fouillé le tronçon en différents tracés, donc il avait restitué une enceinte quadrangulaire qui venait protéger la ville. Et puis c'est également un tracé que l'on retrouve par exemple à Olbia en Provence, qui là est une colonie militaire grecque. Voilà. Donc, encore une fois, prudence, cela ne veut pas dire forcément qu'on est sur quelque chose qui a été installé par les Grecs. Mais ce qui est également intéressant ici, c'est que la série de bâtiments quadrangulaires qui correspond à la deuxième phase que je vous ai présentée tout à l'heure, eh bien en fait, ces bâtiments-là sont strictement orientés sur l'orientation du fossé. Vous voyez peut-être un petit peu, la vignette est un peu petite, mais les murs des maisons sont parfaitement parallèles ou perpendiculaires au tracé du fossé. Donc là, ça dénote vraiment un urbanisme qui a été bien pensé, qui est structuré. On n'a pas des maisons mises en vrac les unes par rapport aux autres. Et là, on a probablement, alors il faudra revoir l'adaptation d'un peu plus près, mais on a ici un des cas d'urbanisme orthonormé les plus anciens du milieu de la France. Est-ce qu'il y a une influence étrangère de tout ça? La question est posée. Quoi qu'il en soit, que des Grecs aient habité sur place ou fréquenté les lieux, bien n'enlève rien au fait que la Monédière, c'est avant tout un site indigène, un site gaulois. Donc il s'inscrit dans ces... j'ai déjà mis cette carte tout à l'heure, qui s'inscrit dans les réseaux d'habitats indigènes qui sont installés dans la vallée d'Hérault. Et ce site de la Monédière finalement fait partie de toute une série de sites d'habitat fortifiés qui se créent ou qui émergent dans la région au début du VIe siècle, en tout cas dans la première moitié du VIe siècle. Des sites protégés pour la plupart par un système fossoyé. Donc là, on a une caractéristique qui est intéressante, puisque c'est une caractéristique qui est vraiment propre à la région, c'est-à-dire au Languedoc occidental, à l'âge du fer. Alors, quelques exemples de ces sites fortifiés assez célèbres. Vous avez le site de Mont-Laurès, je en ai parlé tout à l'heure, à Narbonne, le site de l'oppidum de la Moulinasse,
sur la commune voisine de Florensac. À Maillac, un peu plus dans les terres, vous avez donc vers Lonzac et Minerve, vous avez également un site qui est fortifié de ces époques-là. Et puis donc le site également, à titre d'exemple, le site de Pêche-Mao, qui présente une fortification très imposante, extrêmement bien conservée, dans laquelle sont associés à la fois des murailles en pierre et donc des fossés défensifs en avant de cette muraille. On a un rôle, ces enceintes, ces fortifications, elles ont un rôle symbolique évidemment, ostentatoire. Elles marquent l'emprise d'une population sur un territoire, mais elles ont évidemment avant tout un rôle, une fonction défensive. Ce sont des fortifications de grande ampleur, qui sont souvent élaborées. Vous avez vu tout à l'heure un peu la main-d'œuvre auquel dû exiger le creusement du fossé de Bessan et la mise en place d'une muraille. On ne fait pas ça que pour le plaisir. Donc on a vraiment une volonté à travers qui est très palpable à travers ces fortifications, une volonté vraiment de se protéger, de se mettre à l'abri. Alors la question c'est contre qui ? Il faut savoir qu'à l'époque, cette époque du 6e, 5e siècle, on a l'existence d'un contexte d'insécurité qui est très palpable et qu'on discerne à travers de nombreux vestiges. Vous avez ces sites fortifiés donc, qui émergent, qui se mettent en place, et puis en parallèle, on a dans le monde funéraire une apparition très massive des armes dans les tombes, qui se multiplient considérablement. Il faut savoir qu'auparavant, on avait seulement 1 à 2% des défunts étaient accompagnés d'armes dans la mort. Là, à partir du début du 6e siècle, on a quasiment, par endroits, sur certaines nécropoles, on a quasiment 50% des défunts qui sont accompagnés d'armement. 50% des défunts, si on prend un prorata homme-femme de 1, on peut considérer que tous les hommes enterrés étaient accompagnés d'armement. Donc, on trouve ces tombes. Voilà, vous avez dans la nécropole de Saint-Julien à Pézenas, dans celle de Maillac pour les plus célèbres. Alors, différentes hypothèses ont été émises sur ces phénomènes, à la fois sur cette émergence des sites fortifiés et sur cette apparition extraordinaire et brutale des armes dans les tombes. Et une des hypothèses qui étaient prépondérantes il y a quelques années était qu'en fait on avait un monde indigène qui avait développé une certaine défiance vis-à-vis du monde grec, qui était vraiment de plus en plus présent sur le territoire. C'est le cas par exemple de Marseille. On sait, d'après les textes, que les Marseillais ont combattu leurs voisins indigènes. Et donc là, il y avait très vraisemblablement des revendications territoriales qui sont rentrées en jeu. Mais ça c'est un phénomène très local qui est vraiment l'implantation de Marseille. Des antagonismes ont forcément existé entre les Grecs et les indigènes, mais en tout cas cette théorie d'un monde indigène qui se replie un peu sur soi, qui développe une certaine crainte vis-à-vis des Grecs, tend à être un petit peu abandonnée. Et c'est vrai que ce qui ressort des fouilles de l'archéologie, c'est que avant d'avoir des relations d'antagonisme entre Grecs et indigènes, ce qui caractérise surtout ces relations-là, ce sont des relations d'échange. On le voit à travers le commerce du vin, tous ces échanges au niveau des techniques architecturales, des transferts de technologie pour ce qui est par exemple la fabrication des vases, etc. Et puis on connaît un certain nombre de sites où on a des indigènes, en tout cas des populations grecques et indigènes qui vont vivre sur le même site et parfois sur plusieurs décennies. Je parle des Grecs, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, on a aussi les Étrusques qui sont en partie implantés dans le sud de la France, donc qui viennent d'Italie, notamment sur le site de Latte, et puis peut-être présence plus ou moins sporadique de populations phéniciennes, mais là c'est davantage sur le territoire ibérique qu'on rencontre ça. Voilà, en tout cas des populations, des sites mixtes par endroits, avec des populations donc, qui vont vivre ensemble et qui même parfois vont combattre ensemble. Un exemple que moi je trouve très intéressant, c'est cette bataille qui a lieu, donc là on traverse un petit peu la Méditerranée, qui a lieu en Sicile,
à Hymère, cité grecque d'Hymère, en 480 avant Jésus-Christ, donc on est contemporain de l'occupation de Bessan. Et là, il y a eu une grosse bataille qui est rapportée par les sources antiques. C'est une bataille entre Grecs, en fait, qui va opposer en fait le tyran déchu d'Hymère à le tyran de Syracuse, la cité de Syracuse. Et ce tyran déchu d'Hymère va s'allier à un autre roitelet d'une cité voisine, qui est celle d'Agrigente, et il va s'associer également aux Carthaginois, et notamment en général Hamilcar, en Carthage, Afrique du Nord. Donc des gens qui viennent de loin. Et on sait que, toujours d'après les textes, que les Carthaginois, ils ne vont pas venir seuls, puisqu'ils dans leur valise, ils vont amener toute une série de mercenaires, on les qualifie comme ça, qui viennent de tout le pourtour de la Méditerranée. Et parmi ces mercenaires, sont mentionnés donc, des Ibères, donc côté espagnol, Ibérie, des Ligures, donc les Ligures, on les associe à la Provence, et puis des Élysiques. Et là, les Élysiques, le territoire des Élysiques, nous, on le situe actuellement en Languedoc occidental. Donc, Languedoc occidental, Bessan, on est en plein dedans. Donc, vous voyez, il y a vraiment des relations étroites qui existent, des échanges sur des longues distances, qui existent entre ces populations. Et juste un petit clin d'œil, je vous ai mis une des fosses qui a été retrouvée il y a 2-3 ans seulement par nos collègues italiens, donc sur le site d'Hymère, où on a retrouvé le site de la bataille, qui est mentionné par les textes. Donc ça, c'est assez exceptionnel, de pouvoir mettre en rapport les textes avec des faits archéologiques bien attestés. Et notamment, parmi ces restes, ont été retrouvés, vous voyez ici, cet objet qui est une cnémide, donc qui correspond en fait à une jambière que vous avez représentée ici sur le personnage, qui venait protéger un protège-tibia, qui venait protéger le guerrier. Et cette cnémide qui a été retrouvée donc, à Hymère, parmi les morts, donc des morts dans lesquels on a retrouvé des traces de morts violentes, avec des restes d'armes encore fichés dans les corps, et bien cette cnémide est d'un type non pas grec, mais d'un type qui est exclusivement attesté dans le sud de la France, et en partie en Languedoc, et en Catalogne, pardon. Donc, vous voyez, on a là aussi une convergence entre l'archéologie et les textes qui est plutôt assez intéressante. Donc voilà, tout ça pour dire que si tension il y a à cette époque, ce n'est pas forcément une réaction directe à la présence grecque. Et on tend de plus en plus aujourd'hui à privilégier une autre explication qui serait qu'en fait on aurait des tensions qui existeraient entre Gaulois, en fait, entre indigènes contre indigènes. Il faut savoir que la mise en place d'échanges, ce commerce du vin, qui va devenir vraiment prégnant, est très intense au début du VIe siècle, donc avec la diffusion du produit marseillais, et bien ça va devenir vraiment un enjeu économique et politique de premier ordre pour les populations régionales et pour celles de l'arrière-pays. Ça va attirer, ça va être source de convoitise. On va vouloir accéder au réseau. Les populations qui n'étaient pas, les communautés qui n'étaient pas forcément intégrées à ces réseaux-là vont vouloir s'y intégrer. Parce que c'est toujours un accroissement de richesse, un accroissement de pouvoir personnel, etc. Donc il y a ce phénomène économique qui a très vraisemblablement eu un impact aussi économique et sociétal important. En tout cas, un monde d'interaction complexe, on a toutes sortes d'intérêts qui sont en jeu, et donc qui vont créer des tensions et probablement des conflits. Or, dans ce contexte, il ne faut pas le réduire simplement à cet aspect qu'est la guerre, que j'ai beaucoup développé ici, vous l'aurez compris, il y a d'autres aspects plus pacifiques qui existent heureusement à cette époque-là aussi. En tout cas, dans ce contexte, la monnaie d'hier un emplacement géographique qui est vraiment stratégique, de par sa situation vis-à-vis d'Agde, vis-à-vis également de Béziers, j'en ai pas beaucoup parlé, mais qui est une place un peu particulière, ou une place importante à l'époque, de par son emplacement par rapport à Marseille et Emporias, donc elle est équidistante de ces deux cités majeures grecques, et puis également par rapport au reste des sites, des habitats indigènes qui sont plus dans les terres, puisque là on se situe vraiment à Bessan sur un point de contrôle de la vallée de l'Hérault, un passage obligé en quelque sorte. Et on remarquera, c'est assez intéressant, que finalement la fin de la monnaie d'hier semble coïncider avec la création de la colonie massaliette d'Agde. Et la colonie massaliette d'Agde
donc vers la fin du 5e siècle, est mise en place d'après les auteurs anciens pour protéger l'intérêt marseillais contre les indigènes. Bon, là, on revient un petit peu sur nos antagonismes qui ont pu exister localement entre Grecs et indigènes, et peut-être des indigènes qui ont voulu récupérer le monopole grec. En tout cas, avec cette création de la colonie d'Agde, on a une possible reprise en main vigoureuse des Grecs sur cette région, à la fois pour le contrôle de leur intérêt économique, mais aussi évidemment politique. Donc, avec cette création d'Agde et l'abandon de Bessan, eh bien, les cartes sont redistribuées. Ce qui a d'autant plus à penser que la monnaie d'hier a joué vraiment un rôle de premier plan à l'époque. Donc voilà les études qui nous restent à mener vont peut-être, en tout cas j'espère, nous permettre de préciser un peu plus ce rôle tenu par la monnaie d'hier et de mieux l'appréhender. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec ce site de la monnaie d'hier, nous disposons d'un gisement au potentiel archéologique extrêmement important, qui est susceptible d'alimenter sensiblement nos connaissances sur la protohistoire du Midi de la France. Donc c'est une affaire à suivre, et je vous remercie pour votre attention.